Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors que l'on parle beaucoup de gens riches et de grosses fortunes, Franck Ferrand a choisi de revenir aujourd'hui sur quelques-uns des plus célèbres milliardaires de l'histoire des États-Unis. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est l'ouvrage de Jean-Louis Servan-Schreiber, Pourquoi les riches ont gagné, qui a redonné de l'actualité au sujet. Vous savez, là, depuis quelques semaines, il est beaucoup question des nouveaux nantis russes, chinois ou arabes. Mais il ne faudrait pas oublier que le pays où ce phénomène de la fortune rapide est né reste les États-Unis, bien entendu, les États-Unis d'Amérique, avec des dynasties comme celle des Carnegie, des Vanderbilt, des Morgan, etc. Je vais commencer par vous raconter le parcours du plus célèbre de tous, après Picsou et Flersou, naturellement, le mythique John Rockefeller. Et à la fin de l'émission, vous répondrez comme chaque jour à la question d'un auditeur. Aujourd'hui, celle de Nicolas, qui vous demande via le site internet d'Europe 1 l'origine des différentes formes de bouteilles de vin. Oui, on dirait un peu des défis que vous me posez chaque jour, Céline. Eh bien, nous essaierons de relever celui-ci comme les autres. Pour le moment, j'aimerais bien qu'on ne perde pas de temps, car, vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous connaissez probablement cette histoire aigre-douce qui écorne gentiment les mythes capitalistes du mérite et de l'initiative individuelle. Quelqu'un demande au vieux Rockefeller comment il a gagné son premier $1 million. Oh, répond-il, j'ai d'abord économisé, mis de côté, vous savez comment c'est, sou par sou. J'ai commencé par emprunter $2 à ma mère pour acheter des dindonneaux, qui m'ont permis de gagner mon premier billet vert. Et puis, je suis passé des dindonneaux aux dindons, et ainsi de suite. C'est une progression, et l'histoire dure et dure. Ensuite, dit le vieux milliardaire, j'ai commencé à investir dans une carriole, et puis j'en ai trouvé une, je l'ai revendue, parce que j'en ai racheté une autre un peu plus grande, etc., etc. Et ensuite, j'ai hérité de mon oncle. Cette pirouette n'est pas dénuée d'une certaine lucidité, mais dans le cas qui nous occupe, elle n'est pas exacte pour autant. Car il est vrai que le tout jeune Rockefeller, Johnny pour ses intimes, a commencé par investir dans des dindonneaux, mais il est absolument faux qu'il ait fait le moindre héritage significatif en cours de route. Très tôt, le petit John avait appris la valeur de l'argent. Son père, William Avery Rockefeller, était un officier de santé. Vous savez, c'était un de ces médecins qui n'avait pas de diplôme. Il était là, il faut l'imaginer, on est comme dans Lucky Luke, il vend ses drogues pour humains et pour animaux. L'un de ses médicaments miracles est censé guérir le cancer, ça vous donne une idée du sérieux de la chose. Autant le dire, le père de Rockefeller n'est pas vraiment recommandable. Mais cet exemple en demi-teinte est amplement contrebalancé par l'exemple de la mère, en revanche, qui s'appelle Elisa et qui, elle, va inculquer à ses 6 enfants les valeurs de l'église presbytérienne. Autant dire que ce ménage est très mal assorti. William, d'ailleurs, a été condamné jadis, tous ses biens avaient d'abord été saisis. Alors, depuis, ses bénéfices sont investis intelligemment, il a le sens des affaires, disons-le, et sa famille vit à Cleveland dans une maison qui est tout à fait confortable. La famille Rockefeller descend d'une famille de huguenots français, les Roquefeuille. Ça fait partie de tous ces gens, vous savez, qui avaient fui la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Très jeune, John Rockefeller veut devenir un grand homme d'affaires. Il a toujours, ça fait partie, on ne sait pas comment expliquer ça, il a toujours été attiré par ce qui concernait les usines, les chemins de fer, l'organisation des banques, etc. Et ça c'est vrai, son premier investissement, il le fait à l'âge de 8 ans. Il emprunte donc $2 à sa mère. Avec ça, il achète 4 dindonneaux. Il les revend $4,20, soit $2,20 de bénéfices, de gains nets. À 12 ans, il a la révélation. Il faut vous dire qu'il avait travaillé chez un voisin, à arracher des pommes de terre. C'est très dur, ça. Il avait fait ça pendant 3 jours. Et simultanément, son petit élevage de dindons lui avait déjà rapporté $50. Alors il avait prêté cette somme de $50 à un fermier voisin, moyennant des intérêts de 7%, ce qui lui avait donc rapporté $3,50.
Alors d'un côté, il s'échine à arracher des pommes de terre et il gagne $1 en 3 jours, et d'un autre côté, $3,50 à ne rien faire. Je compris ce jour-là qu'il est absurde de travailler pour de l'argent, dit-il. Il faut que l'argent travaille pour vous. Et ça, c'est c'est l'illumination, évidemment. Il y a un grand nombre d'hommes d'affaires qui ont fait cette découverte à un âge ou à un autre. Il va faire des études. Pendant 2 ans, il est à l'école centrale de Cleveland. Ensuite, il passe par l'école supérieure de commerce. Et son premier vrai travail, il le décroche chez Hewitt & Tuttle, qui est une entreprise d'expédition de céréales. Il entre là-dedans à l'âge de 16 ans, comme commis. On lui confie assez rapidement des postes de plus en plus importants. À 17 ans, il a quand même la haute main sur la comptabilité. Il faut dire, et ça c'est important, vous avez bien compris que, et c'est tout l'apport de sa mère à son éducation, la foi et la religion tiennent une place très importante dans sa vie. Elles ont toujours eu cette place depuis sa tendre enfance. Dès qu'il a 10 ans, sa mère lui demande de répéter une formule, main sur la Bible, « Moi, John Rockefeller, je jure de toujours respecter les commandements du Seigneur, de me montrer économe, de ne jamais m'enivrer ni fumer et de ne pas fréquenter les tripots et les femmes de mauvaise vie. » Il comprend pas tout ce qu'on lui dit, les tripots, les femmes de mauvaise vie, il sait pas encore ce que c'est. Peu importe, il va jurer de respecter ça. Ce serment, il le respectera toute sa vie sera rangée. Il sera sacristain à l'église de sa paroisse. Il ne fume pas, il ne boit pas. Il inspire toujours confiance à ses patrons et à ses associés. Et après son passage chez Hewitt et Tuttle, il se met à voler de ses propres ailes. Son père lui a prêté quand même $1000. Avec 10% d'intérêt, évidemment. Il s'associe à 2 Anglais, il lance son affaire à Cleveland qui s'appelle Clark Rockefeller et compagnie. Cette première entreprise, qu'il ouvre à son nom, va s'occuper de transport de marchandises. Et ça marche magnifiquement. La première année, la toute jeune société réalise un chiffre d'affaires $1,5 million, ce qui fait de jolis bénéfices, $2,200 dès la première année. Ça ne veut pas dire que John Rockefeller va changer de standing pour autant. Non, il reste fidèle à lui-même. Il porte toujours son même habit noir tout râpé, il est toujours aussi assidu au travail, il ne veut pas entendre parler des plaisirs frivoles. Il a 25 ans lorsqu'il va se lancer dans le pétrole, et là, on va pouvoir dire qu'il a trouvé sa voie. Extrait de la bande originale du film Aviator, réalisé en 2005 par Martin Scorsese, avec l'acteur Leonardo DiCaprio, qui incarnait le célèbre milliardaire Howard Hughes. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Rockefeller. Alors ce qu'il faut peut-être que je vous précise, c'est que John D. Rockefeller n'avait pas été d'emblée vers le pétrole. Dans un premier temps, il s'est rendu à Titusville, on est à 150 km de Cleveland, il y est allé en mars 62, et il faut savoir qu'à cette époque, à Titusville, c'était la ruée vers la vallée de Lloyd Creek, vous savez, c'est Edwin Drake, le premier qui a entrepris un forage en profondeur, il a découvert le pétrole pour la première fois sur la commune, un gisement qui paraissait considérable. Edwin Drake est un simple chef de train, il va mettre au point un système de forage artisanal, alors il dresse, faut l'imaginer, dressant ses chevalets, ses derricks, etc. Dès le premier jour, il remplit 20 barils, sachant qu'un baril c'est 159 litres, et aussitôt, c'est la fièvre qui s'empare de tous les aventuriers du coin. Carnegie dira lui-même, c'était une partie de campagne avec ses 1000 incidents joyeux, tous ces gens étaient extrêmement gais, la fortune paraissait être à portée de la main. Je me rappelle encore avoir vu sur la rive du fleuve 2 hommes qui pédalaient avec courage pour forer un puits, et sur leur drapeau était inscrit l'enfer ou la Chine. Autrement dit, à force de creuser, on trouvera l'enfer ou on trouvera la Chine. Et ils creusaient, peu leur importait à quelle profondeur. La ville, à ce rythme-là, bien sûr, va s'accroître très vite et dans des proportions folles, jusqu'à héberger 21 000 habitants, comme ça, en quelques mois. Et John Rockefeller a entendu parler de cette ville, donc il y vient, je vous dis, en mars 1862, il a été mandaté par ses associés de l'entreprise de transport, et son objectif, évidemment, c'est d'essayer d'évaluer la rentabilité d'une exploitation pétrolière. Il est assez déçu par ce qu'il voit, disons-le. Il voit là une foule de pionniers, tout maculés de noir, fatigués, qui partent le soir jouer leur argent dans des saloons ou le dépenser avec des prostituées. Ça va pas du tout avec l'éducation de Rockefeller, ça. Il rentre à Cleveland et conseille à ses mandants de ne pas risquer leurs capitaux, car il trouve que rien n'est organisé, que tout est gaspillage, etc.
Il laisse tout de même une porte ouverte. Mieux vaut laisser aux pionniers les peines et les risques, dit-il. En revanche, le produit doit être raffiné. Ah, ça c'est intéressant. Peut-être y a-t-il quelque chose à tenter dans ce sens, dit-il. Et c'est sa rencontre avec un technicien anglais qui s'appelle Samuel Andrews qui va tout changer. Andrews lui démontre que l'avenir est à l'éclairage au pétrole. Il lui parle de sa propre raffinerie qui, pour le moment, est un peu au point mort. Elle est arrêtée faute de financement. L'entreprise de Rockefeller lui a rapporté à cette époque-là, son entreprise de transport, lui a rapporté $17 000. Eh bien, ces $17 000, il va les investir dans la fameuse raffinerie de Samuel Andrews. Et grâce à cet investissement, la raffinerie redémarre donc en 1864. Elle se trouve à Cleveland. Elle produit du naphte et du kérosène, donc des hydrocarbures. John réinvestit constamment ses profits. Il vérifie les coûts, il s'obstine à garder les salaires le plus bas possible. Et avec son associé Samuel Andrews, il fait prospérer la fabrique à grande vitesse. Est-ce pour cette raison? En tout cas, il se prend vite de passion pour le pétrole. Il va laisser aux autres le travail fastidieux, la prospection, le forage, etc. Lui, il se fixe sur le stockage, le transport, le raffinage, l'utilisation des résidus et la revente. En 1867, les affaires sont tellement prospères que Rockefeller abandonne son entreprise de transport. Il vend sa part à ses associés et il rachète pour $72 000 les parts des autres associés de la raffinerie. Il est sûr de lui. Maurice, dit-il à un de ses associés, vous avez eu tort cette fois-ci, car je suis sur la route de la fortune. Et il ne se trompe pas entre nous. Le nouvel homme de l'affaire qui s'appelle Flagler rejoint Andrews et Rockefeller. Il est lui aussi puritain, calculateur, un requin, si je puis dire. Et les voilà tous les trois qui vont peu à peu absorber un à un tous les concurrents de cette raffinerie. À la fin de la guerre de sécession en 1865, Cleveland se trouve être un des principaux centres du raffinage des États-Unis, avec Pittsburgh, Philadelphie, New York, etc. Grâce à Rockefeller et à un ex-colonel qui s'appelle Payne, qui contrôle plusieurs raffineries et les lui rachète d'ailleurs, on peut dire que Cleveland est devenu un nom important dans la nouvelle industrie naissante. Le 10 juin 1870, on va donner un nouveau nom à la société, ça va être la Standard Oil of Ohio, avec un capital $1 million, s'il vous plaît. La société devient la raffinerie la plus rentable de l'Ohio. Elle fait tout, on est dans la concentration horizontale à l'époque, on va jusqu'à fabriquer les barils, on traite le pétrole brut, etc. Les initiales de la Standard Oil SO vont donner naissance à la célèbre marque Esso, vous savez, qu'on retrouvera en Europe ou au Canada. Et vous savez que depuis 1972, le groupe a unifié son identité sous la dénomination Exxon. Alors, Rockefeller veut pouvoir contrôler toutes les raffineries de pétrole des États-Unis. Au début des années 1870, il se considère comme investi d'une mission, en quelque sorte, qui est d'assainir toute l'industrie pétrolière, de fixer les règles. C'est lui qui va les fixer, ces règles, dans ce secteur-là. Et en 72, à cause d'une soudaine surproduction, au moment où tous les cours s'effondrent, eh bien, John, lui, va essayer d'en profiter. Il fait le voyage jusqu'à New York. Le capital de la Standard, qui initialement était $1 million, vient d'être porté à $2,5 millions. Sa raffinerie est la plus importante de Cleveland. Il ouvre un bureau à New York. Il le trouve pas très loin de Wall Street, à Pearl Street. Il y installe son frère cadet, William Rockefeller, qui va s'occuper maintenant des ventes à l'échelon fédéral, et lui retourne très vite à Cleveland pour continuer de développer les affaires. Il va rencontrer Cornelius Vanderbilt, qui possède une compagnie de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer qui s'appelle New York Central, et ça c'est extraordinaire parce que là, et c'est un coup de génie de la part de Rockefeller, il va créer une alliance, une entente entre la Standard Oil et toutes ces raffineries, etc., et le roi du chemin de fer. Et ça va permettre évidemment de faire baisser les coûts dans des proportions invraisemblables. Ça va permettre de créer une concurrence sur laquelle ne vont pas pouvoir s'aligner les autres raffineurs. Et peu à peu, on voit se créer ce qu'on appellera bientôt un trust. On voit se créer une situation de monopole aux mains de qui? Aux mains de John Rockefeller. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'incroyable ascension de Rockefeller. Alors vous allez me dire, Céline, est-ce que au moins une fois, cette fortune qui est en train de se constituer va modifier au moins un petit peu à la marge le comportement de John Rockefeller ? Pas du tout. On peut même dire que personne à Cleveland ne se rend compte de son enrichissement qui pourtant est phénoménal. Il vit sans aucun luxe et il met ses associés en garde contre toute forme d'ostentation. Il a maintenant 31 ans, John. Il a une épouse dont j'ai pas eu le temps de vous parler, qui d'ailleurs deviendra célèbre petit à petit, Madame Rockefeller. C'était une petite dame assez ronde, assez replète, qui va lui donner des filles et un fils, le célèbre John Davison Jr., qui un jour héritera l'affaire paternelle. Le dimanche, on voit toute la petite famille à l'église baptiste, sur le banc que John a loué avec son associé Flagler, et on ne peut pas dire qu'on n'ait jamais vu Rockefeller commettre la moindre imprudence. Il n'a aucun signe extérieur de richesse. Personne n'a jamais pu le surprendre, ne serait-ce qu'avec un cigare aux lèvres. Comment les raffineurs indépendants auraient-ils pu lutter face à cet homme qui avait tous les talents des affaires ? Ils vont être obligés soit de renoncer, soit de se vendre tout simplement à la Standard Oil, à Esso. Seulement voilà, la presse ne tarde pas à révéler la collusion entre Rockefeller et sa Standard Oil et la New York Central, vous savez, cette compagnie de chemin de fer. Alors là, c'est une levée de bouclier, évidemment. Des manifestations éclatent à Titusville, dans tous les villages alentours. La foule défile dans la rue principale, Main Street, en scandant « Mort aux requins ! À bas les conjurés !» L'union des producteurs tempête. Il n'arrivera plus, affirme-t-elle, une goutte de pétrole dans les alambics de la Standard. Les mécontents adressent à Washington une longue pétition. Quand je dis long, c'est un peu comme les 1000 lettrés de la liste de Sganarelle. Ça fait 30 mètres de papier, la fameuse pétition contre la Standard Oil et contre Rockefeller. Le 25 mars 1872, les tribunaux de l'Ohio et de la Pennsylvanie dissolvent la South Improvement, qui était le nom d'une société du trust, enfin plus exactement de la holding créée par John, et sous le couvert de laquelle la Standard pouvait traiter avec toutes sortes de compagnies de chemin de fer. Du coup, les robinets de l'or noir peuvent rouvrir, et pendant ce temps-là, John trouve chaque matin à son courrier des lettres de menaces et même des menaces de mort. Enfin, il est devenu l'homme le plus détesté des États-Unis. Peu lui importe, sa société est devenue assez grosse pour que tous les gros transporteurs de pétrole et de kérosène du pays continuent à négocier avec elle. Il est maître du marché à Cleveland, il raffine déjà 20% de tout le pétrole américain et il est assez fort pour imposer ses prix aux producteurs de brut et à ses clients. John invite les pétroliers à se joindre à lui, la plupart qui ne savent plus quoi faire, j'ai envie de dire de guerre lasse, acceptent sa proposition et ils vont entrer dans un nouveau cartel qui se trouve bien entendu placé sous la dépendance de la Standard. Toutefois, il y a quand même des récalcitrants qui vont se grouper pour mieux résister et l'un d'entre eux va inventer l'oléoduc, la première version de ce qu'on appellera le pipeline, vous savez. S'ensuit une guerre de 4 ans entre Rockefeller et la Tidewater Pipeline Company qui veut construire une conduite entre le nord de la Pennsylvanie et l'Hudson, donc la mer si vous voulez. Rockefeller l'emporte et le 1er juin 1879, il va racheter la fameuse compagnie. En 1881, l'Atlantique est atteint pour la première fois et enfin, 7 ans plus tard, l'oléoduc de la Tidewater aboutit directement à New York. Là, on peut dire que les ingénieurs ont accompli un exploit technique un peu à mettre en rapport avec ce que je disais l'autre jour sur l'extraordinaire aventure du câble transatlantique. Vous savez, ils ont réussi notamment à émerger le pipeline sur une distance de 8 km dans la baie de Newark. Rockefeller se retrouve maintenant, on a envie de dire par une pente naturelle, à la tête du grand trust pétrolier américain. Il l'institutionnalise le 2 juillet 1882. Ce jour-là naît la Standard Oil Trust qui va coiffer toutes les filiales, c'est-à-dire toutes les Standard Oil désormais fondées dans les États où le trust ou la maison mère a ses intérêts. Alors cette maison mère, on peut dire qu'elle-même ne devient d'ailleurs plus qu'une filiale du trust, au même titre que la société de New York ou celle de Los Angeles, par exemple. John dispose en 1882 d'un capital action de 75 millions de dollars, ce qui est
considérable et qui va être porté quelques années plus tard à 95 millions de dollars. On se demande où va bien pouvoir s'arrêter cette incroyable fortune. Sauf que, en 1890, est voté le célèbre Sherman Act, qu'on appelle plus communément la loi antitrust. Cette loi dispose, je cite, que tout contrat, entente sous forme de trust ou autre, toute coalition tendant à limiter le trafic ou le commerce entre les différents États ou avec des pays étrangers est déclarée illégale. Toute personne qui créera un monopole ou tentera de créer un monopole sera regardée comme coupable d'un acte délictueux. Ça, c'est la tuile, si vous me permettez cette expression. Un premier jugement en août 1907 condamne, à partir de cette loi, sur la foi de ce Sherman Act, condamne la Standard Oil à 29 millions de dollars d'amende. Et un second jugement, qui confirme le précédent, intervient le 15 mai 1911. Il décrète, je cite, qu'à la date du 15 novembre, cette dangereuse corporation à caractère de conjuration doit être dissoute. La Cour suprême décide de le démantèlement de la Standard Oil Company en 34 compagnies différentes qui pourront distribuer les actions à leurs propres actionnaires et non pas à un nouveau trust. C'est interdit de créer un nouveau trust. Et c'est comme ça d'ailleurs que vont naître Mobil, Chevron, American, Esso, Exxon, etc. Que fait John ? Rien. Vous l'avez entendu? Non, moi non plus. Et pour cause, depuis 1896, il est à la retraite. Il a confié ses affaires à son fils, John Davison Jr. Sauf qu'en vérité, il est là, dans l'ombre, qui s'assure notamment que la fameuse dissolution du trust n'est qu'une dissolution en apparence et que c'est bien sa famille, que ce sont bien ses intérêts personnels qui sont maintenus dans toutes les petites sociétés qui viennent de naître. Toutes les filiales ont théoriquement repris leur autonomie. En réalité, elle reste coiffée par la maison du New Jersey. À partir de là, Monsieur Rockefeller va pouvoir mener cette vie extrêmement triste, extrêmement routinière, absolument égale chaque jour, avec des horaires, avec des repas, avec un comportement parfaitement austère, parfaitement identique. On peut dire que tout cet argent phénoménal, on estime la fortune de Rockefeller à la fin de sa vie à 200 milliards de nos dollars actuels. C'est complètement phénoménal. Toute cette fortune, il va essentiellement l'investir, il va essentiellement la consacrer à des œuvres de charité et c'est là qu'intervient la grande philanthropie américaine. Bonjour André Caspi, merci d'être avec nous. Nous allons revenir bien entendu sur Rockefeller, sur les grandes entreprises philanthropiques américaines, mais aussi sur d'autres familles, et les Vanderbilt, et les Morgan, et j'en passe. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des milliardaires américains. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, André Caspi, historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Il a été professeur d'histoire de l'Amérique du Nord à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de Barack Obama, La Grande Désillusion, aux éditions Plomb. André Caspi, la fin de la vie de Rockefeller est tout à fait incroyable. Ce monsieur tellement austère et qui va consacrer ces centaines de millions de dollars de l'époque, donc on peut dire des centaines de milliards de dollars d'aujourd'hui, à la philanthropie en quelque sorte et aux bonnes œuvres. Je crois que chez tous ces personnages, et particulièrement chez John D. Rockefeller, il y avait cette volonté de donner une partie de sa fortune. Un autre de ces millionnaires, car à l'époque il n'était que millionnaire, oui, il était millionnaire en dollars. Andrew Carnegie disait « Un homme qui meurt riche meurt déshonoré ». Je pense que la phrase est excessive. Mais en même temps, elle traduit bien un état d'esprit. Mais elle traduit en effet la nécessité pour ces millionnaires de dépenser une grande partie de la fortune qu'ils ont acquise. Alors évidemment, vous me direz qu'ils le font pour se dédouaner vis-à-vis de ceux qu'ils ont exploités, parfois même vis-à-vis de ceux qu'ils ont volés, certainement en tout cas à la fin d'une carrière qui a comporté des hauts et des bas, et puis des aspects agréables et des aspects qui le sont beaucoup moins. Forcément. Mais en même temps, je crois qu'il y a une très forte empreinte religieuse, c'est-à-dire que
Rockefeller disait « Dieu m'a donné mon argent », donc si Dieu m'a donné mon argent, je dois en distribuer la plus grande partie à ceux qui jusqu'à maintenant n'ont pas bénéficié de cet avantage. Et ça, de ce côté-ci de l'Atlantique, ça nous paraît très difficile à comprendre, évidemment. On a mis en place, et depuis des siècles, les différentes monarchies d'Europe ont mis en place des systèmes que l'on appelle, nous, avec un joli barbarisme, redistributifs. Ça n'était pas le cas dans les États-Unis de cette époque, ça l'est un peu plus aujourd'hui peut-être, il y a eu le welfare state depuis, mais en tout cas ça n'était pas le cas, c'est à la fortune privée d'assurer en quelque sorte un rôle social. Oui, et en même temps, contrairement à notre idéologie, ce qui prévaut à la fin du 19e siècle aux États-Unis, c'est le darwinisme social. C'est-à-dire qu'au fond, celui qui réussit, c'est parce qu'il a les qualités pour réussir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de course entre tous les hommes. Ils partent pratiquement sur la même ligne de départ, mais il y a ceux qui courent plus vite et ceux qui courent moins vite. Et ceux qui courent plus vite sont évidemment en mesure de gagner beaucoup d'argent, de constituer d'immenses fortunes, mais en contrepartie, ils ont un devoir social. Et évidemment, on peut ne pas apprécier cette philosophie. On peut considérer que c'est une philosophie du plus fort. Mais il n'empêche que c'est cela qui a contribué à faire les États-Unis et particulièrement à donner à l'économie américaine cet immense essor que l'on constate au début du XXe siècle et ensuite, bien sûr, après la Première Guerre mondiale. Avec la mise en avant d'un certain nombre d'œuvres de tous ordres, certes sociales, mais pas uniquement. Il y a des œuvres culturelles, bien entendu, qui peuvent dépasser largement les limites des États-Unis, puisque nous parlons de Rockefeller. Son fils, John Davison Rockefeller Jr., a donné pour la cathédrale de Reims, pour Notre-Dame, pour le château de Fontainebleau, et bien sûr et surtout pour le château de Versailles, des sommes considérables dans les années 20 et 30. Oui, et non seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, oui, par exemple. Voilà, c'est-à-dire, oui. Et ça n'est pas limité à Rockefeller. Non. Si vous prenez le cas d'Andrew Carnegie, qui était on va venir dans un instant, qui oui. était d'origine écossaise, lui, il a beaucoup donné aussi à l'Angleterre et à l'Écosse. Et si vous prenez le cas d'un autre millionnaire, qui est J.P. Morgan. Morgan, lui, c'était un homme cultivé. Il avait fait des études d'histoire de l'art avant d'être banquier. Eh bien, c'est quand même grâce à Morgan qu'une grande partie des œuvres européennes ont été connues aux États-Unis et transférées dans les musées américains. Au fond, si les musées américains sont aujourd'hui aussi bien pourvus, c'est en grande partie grâce à ces millionnaires. Et c'est vrai qu'il y a eu une influence de la culture européenne très grande chez ces millionnaires de la côte est des États-Unis à la fin du 19e siècle. On s'en rend compte par le style qu'ils adoptent ou qu'ils imposent à leurs architectes dans la construction notamment de leurs hôtels particuliers. On s'en rend compte dans le type de collection qu'ils constituent et qui aujourd'hui sont le fond même des grandes collections. Je pense à la Frick Collection, etc., qui sont bien entendu les... Oui, puis si vous vous promenez par exemple à Newport, qui est une ville du Rhode Island, vous y trouverez des demeures fantastiques, extraordinairement belles et inspirées des modèles européens, elles ont été construites sous les ordres de ces millionnaires. C'est-à-dire que on va chercher en Italie, on va chercher en France, on va chercher en Angleterre des modèles qui permettent en somme de reproduire aux États-Unis ce qui n'existait plus depuis longtemps en Europe. Mais en ce sens, on peut dire que les États-Unis sont les successeurs de l'Europe. On pense toujours au Cloister Museum, ce musée des cloîtres new-yorkais tout à fait incroyable, avec des pierres médiévales reconstituées en plein Manhattan. Oui, peut-être vous rappelez-vous un film de René Clair qui s'appelle Fantôme à vendre, et qui rappelle qu'un château d'Écosse est transféré dans l'Arizona pierre après pierre, on le reconstruit pour en faire en somme une demeure, alors je ne raconte pas le film, mais une demeure qui est habitée, qui constitue en somme un apport à la culture américaine. Alors on sort un peu là des millionnaires, mais un mot peut-être de cette bonne société américaine, la société disons bostonienne en quelque sorte, qui va chercher ses modèles dans la culture classique européenne finalement. Oui, et d'autant plus que il y a une tradition qui s'instaure, c'est que les jeunes filles de ces milieux épousent de grands lords
anglais ou de grands seigneurs français, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en anglais des dollar princesses, c'est-à-dire des princesses du dollar. C'est Anna Gould, etc. Oui, et alors la principale représentante de cette exportation, pourrait-on dire, c'est la petite fille de Vanderbilt, Consuelo Vanderbilt, qui a épousé le duc de Marlborough, et le duc de Marlborough, je le rappelle, était le cousin de Winston Churchill. D'ailleurs, Winston Churchill et Consuelo étaient amis, se sont connus et se sont fréquentés pendant très longtemps. Et même lorsque Consuelo Vanderbilt a divorcé du duc de Marlborough pour épouser Joseph Balzan, eh bien à ce moment-là, l'amitié a continué. C'est-à-dire que il y a d'un côté à l'autre de l'Atlantique des passages, au même titre d'ailleurs que la princesse de Polignac était l'une des héritières. Exactement. Des machines à coudre Singer. Exactement, c'est l'actuelle fondation Singer-Polignac. Le rappelle, évidemment. Je suis certain que parmi nos auditeurs, il y a des assidus du feuilleton Downton Abbey, et on voit très bien justement les liens très forts qui ont pu se tisser entre la haute aristocratie britannique et ces milieux d'argent américains, les uns venant redorer en quelque sorte le blason des autres à la fin du 19e siècle. Et en même temps, on peut dire que ça arrangeait les uns et les autres. Tout le monde y trouvait son compte, évidemment. Alors vous avez parlé des Vanderbilt, il faut peut-être d'ailleurs commencer par eux, après Rockefeller, parce que ce sont un peu les premiers, en quelque sorte. Leur fortune à eux, elle est fondée sur le chemin de fer. Oui, c'est-à-dire que toutes ces fortunes sont fondées sur des éléments qui constituent la croissance économique. Et voilà. C'est-à-dire que dans un cas, ce sont les chemins de fer, dans l'autre cas, c'est le pétrole, dans un troisième cas, c'est l'acier, oui, voilà. Et finalement, c'est la banque. C'est-à-dire qu'on retrouve, si vous voulez, tous les éléments qui constituent la croissance de l'économie américaine. Mais je dirais même que avant les Vanderbilt, il y a eu John Jacob Astor, dont les descendants ont possédé le fameux hôtel Waldorf Astoria. Oui. Waldorf parce que John Astor était né en Allemagne, dans la ville de Waldorf. Donc John Jacob Astor, lui, faisait commerce des fourrures. Et c'était au tout début du 19e siècle. Donc là encore, on retrouve cette alliance entre ceux qui ont envie de gagner de l'argent, ceux qui sont des aventuriers dans les affaires, et puis tout ce qui constitue les nouveautés de l'économie américaine. Avec toujours à l'origine de ces dynasties, parce qu'on parle de la famille Vanderbilt, de la famille Carnegie, mais à l'origine, il y a un homme, il y a le talent particulier d'un homme d'affaires qui va s'extraire de la foule, en quelque sorte, et fonder l'empire. Il y a un père fondateur. Il y a un père fondateur. Il y a un père fondateur. C'est-à-dire que là, dans la famille Vanderbilt, c'est Cornelius Vanderbilt qui a compris l'importance des chemins de fer, parce qu'au départ, il était plutôt porté sur l'achat des canaux. Mais il s'est aperçu que les voies maritimes ou les voies fluviales, ça n'était certainement pas l'avenir, mais qu'en revanche, les chemins de fer, oui. Et alors, ce qu'il faut rappeler peut-être à nos auditeurs, c'est que à la veille de la Grande Guerre, les chemins de fer américains étaient extraordinairement développés, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de chemins de fer aux États-Unis que dans l'ensemble de l'Europe. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça peut choquer parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on va aux États-Unis, on s'aperçoit que les chemins de fer sont dans un triste état. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'en ai fait la triste expérience. Mais en tout cas, si vous y étiez allé avant 1914, vous auriez été ravi. Et oui, et d'ailleurs, ce qui nous fait rêver, ce sont même les grands trains qui vont jusque dans les années 50, etc. Moi, j'avais des images de cinéma que je n'ai certes pas retrouvées sur place. Où s'installent-ils? Par exemple, les Vanderbilt, ils sont à New York. Hein, oui, c'est ça. Ils sont à New York, c'est-à-dire que peu importe d'où ils viennent, quelquefois ils ont choisi pour première installation, ils ont choisi Cleveland, c'est le cas pour certains, d'autres ils ont choisi Philadelphie, mais finalement la capitale économique, la capitale financière, c'est New York. Donc on ne peut pas s'empêcher de s'installer à New York, même si on choisit d'aller passer du bon temps à Newport, ou si on choisit d'aller ailleurs pour quelques jours ou pour quelques semaines, mais on ajoute qu'à New York, le grand avantage, c'est que l'on peut prendre des paquebots qui vont traverser l'Atlantique et qui vont permettre de faire de grands voyages. Le grand voyage, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne. Alors,
ne croyez surtout pas qu'ils vont visiter les quartiers les plus défavorisés. Non, en Angleterre, ils rencontrent les gentlemen anglais. Bien sûr, oui. En France, ils rencontrent l'aristocratie. En Italie également. C'est-à-dire que, au fond, ils rencontrent ceux qui sont à peu près à leur niveau. Et c'est cela, en somme, qui constitue cette espèce de société américano-européenne. Une néo-aristocratie financière et économique, en quelque sorte. Et en même temps, si vous voulez, à mesure que les années passent, que les générations succèdent aux générations, eh bien, à ce moment-là, c'est une aristocratie qui a été fondée sur l'argent, mais qui ne manie plus l'argent lui-même. Dans un instant, nous revenons sur ce mythe essentiel du self-made man. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe. Extrait de la valse L'or et l'argent. Nous sommes au cœur de l'histoire des milliardaires américains. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité André Caspi, historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis, auteur notamment de Barack Obama, La grande désillusion aux éditions Plomb. Vous parliez à l'instant de père fondateur de ces dynasties, André Caspi. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que à chaque fois, celui qui est à l'origine de la fortune d'une famille est un homme qui a su percevoir dans le développement économique phénoménal qui peut se produire aux États-Unis à la fin du 19e siècle, il a su percevoir un aspect particulier. Un peu comme les fortunes qui aujourd'hui se font très rapidement sur le net, sur un certain nombre de modes d'économie tout à fait nouveaux et qu'on voit en Extrême-Orient, par exemple. On a un peu le même type de modèle, ça fait beaucoup penser. En même temps, ce sont des gens qui profitent des circonstances. Je vais donner l'exemple d'Andrew Carnegie. Il est né en 1835. À 13 ans, il quitte l'Écosse, il s'installe aux États-Unis avec sa famille. L'emploi qu'il occupe est tout à fait au bas de l'échelle. Il est bobineur dans l'industrie textile. Ça ne lui plaît pas, il devient télégraphiste. Et à force d'être télégraphiste, il a compris l'importance du télégraphe et nous sommes au tout début de la guerre de sécession. Donc le télégraphe qui est lié au chemin de fer le fait entrer directement dans cette branche d'activité. Mais les chemins de fer, pour que les chemins de fer marchent, pour qu'il y ait des rails, pour qu'il y ait des wagons, il faut de l'acier. Il faut du fer. Donc à l'époque, il devient petit à petit un industriel du fer. Et il comprend l'intérêt des innovations technologiques. Alors il passe du fer à l'acier. Et il utilise l'acier Bessemer. Ce qui veut dire que petit à petit, il construit un empire à partir des circonstances favorables, c'est-à-dire la guerre de sécession et les suites, et il a su adapter son empire aux évolutions technologiques et industrielles de son temps. Ce qui veut dire que lorsqu'il vend la US Steel en 1901 à JP Morgan, eh bien, il vend une entreprise qui domine largement le marché américain, et même au-delà du marché américain, c'est l'entreprise qui fournit les rails, qui fournit les plaques nécessaires pour la construction des paquebots, qui fournit l'acier indispensable pour la fabrication des wagons. C'est-à-dire qu'il a véritablement compris là où l'on pouvait réussir le mieux avec le plus d'inventivité possible. Ce qui est étrange, c'est que certains grands noms de l'industrie européen, je pense par exemple au Krupp, résonnent comme des noms belliqueux. Ils sont partie prenante dans les différents conflits. Oui. Lorsqu'on prononce le nom d'Andrew Carnegie, c'est à la paix qu'on songe. C'est étrange. Parce que Andrew Carnegie n'est pas favorable à l'impérialisme, comme on dit à l'époque. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis conquièrent Cuba en 1898, Andrew Carnegie est contre. Et lorsque Carnegie prend sa retraite, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il met sur pied un institut qui a pour but de promouvoir la paix dans le monde. C'est-à-dire que pour lui, au fond, les affaires sont liées à la paix, les affaires ne sont pas liées à la guerre. Et ça, je crois que c'est aussi un élément essentiel pour bien comprendre la mentalité de ces hommes d'affaires. Une mentalité très positive et en même temps fortement teintée de religion, c'est ce que vous disiez au début. Oui, c'est-à-dire que Andrew Carnegie est presbytérien et il considère qu'il a un rôle particulier à jouer. Alors, ce n'est pas lui qui a dit « Dieu m'a donné mon argent », mais je suis certain qu'il le pense. Mais en revanche, ce que Andrew Carnegie n'a pas cessé de dire et d'écrire, parce qu'il a beaucoup écrit, c'est que il faut en somme considérer qu'on passe des haillons aux richesses. Alors vous savez, il y avait un romancier américain qui s'appelait Algiers et qui a écrit une centaine de romans pour expliquer comment on fait fortune en se couchant tôt,
en se levant tôt, en travaillant beaucoup et en faisant des économies. Eh bien, Andrew Carnegie illustre précisément... Comme notre John Rockefeller de tout à l'heure, hein, bien entendu. Il illustre parfaitement cette image d'Horatio Alger. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de modèle de vertu absolue, en quelque sorte. Hein, oui, ça veut dire que l'argent récompense la vertu. Alors, ce qu'avait compris aussi, je disais ça tout à l'heure, ce qu'avait compris Rockefeller, c'est que c'est l'argent qui créait l'argent, en quelque sorte. Et là, il faut parler de la finance, parce que nous avons évoqué ces grandes dynasties économiques et industrielles, mais il y a aussi, vous parliez de Morgan tout à l'heure, là c'est la banque en fait. Ça fait davantage penser ça à l'Italie de la Renaissance d'une certaine manière. Oui, oui, dans un certain sens, oui c'est vrai, mais alors c'est une banque qui investit dans un certain nombre de domaines. Par exemple, Morgan investit dans les transports maritimes, il investit dans les transports ferroviaires, il investit aussi dans la sidérurgie, puisque c'est lui qui a racheté la US Steel. On a envie de dire, il est à un degré supplémentaire, mais pour cause, il fait pas tout à fait partie des fameux self-made men, lui. Il est déjà un héritier, en fait. Oui, c'est ça. Lui, c'est le seul qui soit vraiment un héritier. Encore que son père n'ait pas été un millionnaire, mais son père avait déjà une situation qui était enviable, donc il n'est pas parti de rien. Mais c'est le seul cas. Et si l'on constate la croissance de l'entreprise Morgan, on peut dire que ce qu'il a fait est sans rapport avec ce que son père avait fait. Oui, donc sûr. Autrement dit, oui c'est vrai, il n'est pas parti de zéro, mais il est allé très haut. Il a prospéré dans des proportions extraordinaires, avec une passion dans son cas qui est une passion pour l'art. Hein. Oui, alors c'est quelque chose de très particulier parce que, outre bien sûr les donations qu'il a pu faire à droite et à gauche, il a acheté beaucoup de tableaux, il a acheté beaucoup d'œuvres d'art. Il avait d'ailleurs des représentants en France qui allaient d'un marchand à l'autre pour repérer les tableaux nouveaux. Et au fond, ça n'a pas tellement changé non plus, ça, finalement. Non, mais nos impressionnistes n'ont été si connus dans le monde que par les achats de ces millionnaires américains, et notamment par Morgan. Donc ça veut dire que nous avons aussi bénéficier de cet essor économique et de cette croissance financière qui ont caractérisé les États-Unis. 5, 6 ou 7 siècles plus tôt, on avait vu en Europe de grandes familles vouloir de plus en plus de territoires. Et un certain nombre des bases politiques et territoriales sur lesquelles sont fondés nos États européens, du vieux monde, de l'ancien monde, sont nés d'une volonté familiale de domination en quelque sorte. Eh bien, on retrouve la même chose sur un plan économique aux États-Unis avec la création de toutes sortes de... Alors, on parlait des trusts tout à l'heure, même chose, enfin, tous ces holding, etc. Ces empires économiques et financiers, finalement. Tout d'abord, ils ont inventé les mots. Oui, c'est ça. Le mot trust a été inventé aux États-Unis pour montrer comment on pouvait rassembler des industriels dans un conseil de trustees, c'est-à-dire de gens dans lesquels on a confiance. Bon, mais je crois que ces gens-là ont été les précurseurs de la mondialisation. C'est-à-dire que pour eux, les frontières n'ont pas de sens. Ce qui intéresse avant tout des gens comme Morgan, c'est un vaste marché. Alors c'est le marché des nations qui se développent, qui peuvent en somme accueillir les investissements financiers américains, mais américain, oui et non, c'est-à-dire que Morgan est un patriote, mais ça ne va pas très loin. Hein. Il est avant tout le patriote de Morgan. Donc, il veut avant tout être présent partout et il considère que les frontières n'ont plus de sens. Alors il faudrait parler d'autres types d'empires. Je pense à Hearst avec la presse, bien entendu, hein, qui joue un rôle très important. Je n'ai pas parlé du Taylorisme et de Ford, évidemment. Alors, et là, c'est la période d'après, on va dire. Oui, c'est la période d'après. C'est-à-dire que Ford a mis sur pied, pourrait-on dire, ou sur roue, son fameux modèle T avant la guerre de 1914. Ford avait une devise qui était très simple, c'est-à-dire qu'il disait à ses clients, vous pouvez acheter un modèle T de n'importe quelle couleur du moment que c'est noir. Ce qui veut dire qu'il a quand même trouvé un marché considérable aux États-Unis, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Et quel était l'Américain qui, en 1920, ne rêvait pas d'avoir sa Ford T, parce que c'était un modèle inusable qui passait partout. Alors évidemment, ça a permis à Ford de constituer une véritable fortune. Mais c'est déjà la période suivante, ça n'est pas tout à fait la même chose, ça n'est pas la même démesure, pourrait-on dire. Et en même temps, dans la mesure aussi où il y a eu une crise économique à partir de 1929, il est évident que Ford a souffert de ces inconvénients économiques, de telle sorte que la fortune de Ford n'est
pas à la hauteur de la fortune de Rockefeller ou de la fortune de Carnegie. On parle aujourd'hui évidemment de Warren Buffett, on parle de Bill Gates, etc. Est-ce que ces grandes fortunes d'aujourd'hui ont tendance à être les héritiers spirituels des grandes fortunes d'hier? Dans un certain sens, oui, parce que regardez comment Bill Gates utilise son argent. Bill Gates a Bill Gates a pris sa retraite tôt dans la vie. Il aurait pu continuer bien plus longtemps, et il utilise cet argent dans le cadre de sa fondation pour des œuvres humanitaires. Donc, on pourrait dire dans un certain sens, même s'il n'y a pas cet aspect religieux, on pourrait dire que Bill Gates est un peu l'héritier. Merci beaucoup André Caspi. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, c'était à l'automne dernier, Barack Obama, la grande désillusion. Merci beaucoup. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Nicolas qui s'interroge sur les différentes formes de bouteilles. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Dans un instant, vous nous parlez tout de suite, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Nicolas qui nous l'a envoyé sur le site internet d'Europe 1, qui est ouvrier agricole en Alsace et qui se demande d'où vient le fait que les bouteilles de vin aient des formes différentes selon les régions. Oui, il me semble qu'avant ça, il faut commencer par rappeler que pendant très longtemps, on a conservé le vin dans les tonneaux. Vous savez qu'au moment où le vin arrivait sur la table, il était dans une carafe, bien entendu. Il n'y avait pas de bouteille à l'époque. La raison de la bouteille, sa création va être liée à la nécessité de transporter le vin. Il faut savoir que le transport du vin est interdit en France jusqu'au XVIIIe siècle. Sa fragilité, en effet, rendait ce transport assez périlleux. Et puis surtout, en l'absence de réglementation sur les contenances, ça laissait présager beaucoup de fraude. Donc on préférait le laisser dans des tonneaux. C'est Louis XV qui autorisera en 1728 le transport du vin en bouteille, et encore pas n'importe quel vin, le champagne. Parce que vous savez que c'est grâce à la bouteille qu'on avait mis au point le procédé de la champagnisation. Le vin de Bourgogne pourra être transporté également en bouteille à partir de 1750. Ça, c'est une véritable révolution, parce qu'on se rend compte que la conservation du vin se trouve littéralement métamorphosée par ce conditionnement en bouteille. C'est le début de ce qu'on appellera le vin de garde. Alors, vous l'aurez remarqué, et évidemment Nicolas a tout à fait raison de poser la question, sur votre table, la forme de la bouteille varie en fonction du vignoble, de l'appellation de chaque région. Alors ça, c'est une tradition tout simplement. C'est un moyen qu'ont trouvé les différents vignobles de se différencier des autres. Alors vous avez les bouteilles cylindriques, les bouteilles bordelaises, les bouteilles beaucoup plus ventrues à la bourguignonne ou encore différentes à la provençale, etc. Il y a deux modèles, si je puis dire, qui sont tout à fait particuliers. C'est d'abord la flûte alsacienne, très facile à reconnaître, beaucoup plus fine que les autres et qui est exclusivement réservée aux vins d'Alsace, bien entendu. Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée vin d'Alsace ou Alsace doivent être mis en bouteille du type vin du Rhin à l'exclusion de tout autre type de bouteille, dit la loi. Et puis l'autre bouteille peut-être encore plus reconnaissable, c'est celle du Jura. Vous savez, c'est le Clavelin du Jura pour le vin jaune. Sa forme est très atypique et elle ne contient, à la différence de toutes ses concurrentes, que 62 centilitres au lieu de 75. Ça, c'est une originalité qu'elle doit à une dérogation de la législation européenne et qui fait que lorsque vous ouvrez une bouteille de vin jaune, vous vous apprêtez à boire un peu moins de vin que lorsque vous ouvrez une bouteille d'une autre provenance.